La parole maintenant est à Jean-Mac, qui va donner son regard et ses idées en 8 minutes. Jean-Mac, la parole est à vous. Donc, j'espère que vous voyez, mes transparents, mes slides. D'abord, merci à Yann de Massonner de s'être lancé dans cette note. Merci de m'avoir aussi invité à ce débat, cette discussion. En fait, je voudrais contribuer, si possible, à ce que Yann de Massonner a lancé en proposant de discuter en 2 temps. Ce que je crois qui ressort quand même d'intéressant de la note de Yann de Massonner, c'est premièrement que on ne doit pas parler de réforme des soins de santé sans avoir une bonne réflexion sur une série de principes qui sont à la base de l'organisation des soins de santé et des moyens pour arriver à améliorer l'organisation des soins de santé. Et c'est seulement à partir de ça qu'on doit pouvoir commencer à réfléchir, mais finalement, dans notre melting pot institutionnel, comment on fait pour pouvoir organiser les choses le mieux possible. Alors, j'ai repris une citation de Peter Senge qui dit que « Cutting an elephant in half does not produce two small elephants, it produces a mess ». Et en fait, je rajouterais que séparer 2 éléphants, ça pose moins de problèmes, mais la grande difficulté, c'est de se mettre d'accord où sont les éléphants. Et donc, de manière plus concrète, si je me mets de la perspective depuis l'hôpital, je peux penser l'organisation des soins d'une certaine manière. Depuis la perspective de la première ligne, penser l'organisation des soins d'une autre manière. Depuis la perspective d'une population qui vit dans un territoire, encore penser l'organisation des soins d'une 3e manière. Il est donc super important, extrêmement important de se mettre d'accord sur des principes qui paraissent tellement évidents, mais qui ne le sont finalement pas tellement. Et je crois que ça ressort aussi de la discussion de Yann de Massonner. D'abord, se mettre bien d'accord sur ce qu'on appelle santé. Bon, aujourd'hui, c'est aigu, évidemment. Santé n'est rien qu'être Covid positif ou Covid négatif. Définition de santé, de ses déterminants et du coup, de la manière dont on va organiser les soins de santé. Donc, Yann de Massonner parle notamment de goal-oriented care et de santé communautaire comme manière de penser les soins de santé et, très, très important pour pouvoir, en fonction de sa définition de la santé et des déterminants. Deuxième principe super important, c'est la solidarité, à savoir je suis solidaire uniquement pour ma communauté, pour ma région, pour l'état dans lequel je suis. Et en lien avec le principe de solidarité, le principe de responsabilisation et d'efficience. Qu'est-ce que je mets dans responsabilisation et comment je définis ce principe-là? Et donc ça, ces principes-là sont avant tout une question de débat d'idées et de valeurs qui sont extrêmement importants à avoir. Et je crois que Yann de Massonner insiste beaucoup sur cet aspect-là. Seulement à partir de ce moment-là, on peut commencer à réfléchir aux moyens. Et donc là, à ce moment-là, il ne s'agit plus de débat d'idées, de valeurs, mais de baser le débat sur des faits. Il s'agira notamment de penser le mode de paiement et l'intégration. Est-ce qu'on fait ça en fonction d'équipe? Yann de Massonner parle de paiement forfaitaire qui existe déjà, en fonction de parcours typiques de soins qui traversent différents types de prestataires, différents types d'organisations, en fonction d'un rôle absolument central, si je veux développer des goal-oriented care, qui est la fonction de référent, sorte d'avocat du patient qui lui permet de cheminer, de comprendre comment les soins de santé fonctionnent. Donc, premier élément, le mode de paiement et l'intégration. Deuxième élément dont il est mentionné dans la note de Yann de Massonner, c'est la territorialisation et le niveau de décentralisation nécessaire. Et donc, très clairement, le niveau de décentralisation va plus loin que les régions Wallonie, Bruxelles, Flandre, et va à un niveau beaucoup plus décentralisé, a priori 2 niveaux importants, le niveau santé communautaire, organisation des soins primaires, et un deuxième niveau qui permet à différents acteurs, prestataires, de s'adapter entre eux et d'arriver, si possible, à redistribuer les ressources entre eux pour optimiser les soins aux patients. Troisième élément important, c'est la performance. Et la performance, et là il y a aussi un grand débat, à savoir si on veut une performance qui est améliorée par des mesures quantifiées, dites objectives, liées à des incitants financiers, typiquement de ce qu'on a dans la logique de New Performance Management, ou le Pay for Payment, le Pay for Quality. Et Yann de Massonner a des doutes, et j'ai des doutes aussi par rapport à le fonctionnement de ça, versus une performance où on prend des mesures qui permettent d'améliorer la connaissance sur une situation. Et donc, on revient au Learning Organization de Peter Senge. Donc, première chose, ce débat, cette réflexion qui existe en partie, doit être renforcée au niveau de l'entièreté de l'État pour se rendre compte qu'est-ce qu'on veut en termes de santé et comment on peut organiser les soins de santé.
Seulement à partir de ça, on peut en arriver à se poser la question, mais finalement, comment sortir de notre logique? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc il y a la logique de réforme de l'État tel qu'on l'expérimente depuis pas mal d'années. Et donc le but est de toujours chercher l'alternative la plus simple, et notamment de partir de ce qui existe. Alors je crois que ce que propose Yann de Massonnier concernant la Wallonie et Bruxelles est certainement très intéressant, très utile, c'est-à-dire aller de plus en plus vers plus de régionalisation dans la gestion des soins de santé. Quand je veux dire plus de régionalisation, c'est le transfert des communautés, donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vers la région wallonne et vers Bruxelles. Je ne dis pas du fédéral vers les régions. Par contre, ce que je n'ai pas bien compris, ce qui ne me semble pas tout à fait convaincant, c'est l'intérêt de vouloir absolument passer d'un mode de financement actuel de type bismarckien, mais qui est plutôt mixte en fait, vers un mode de financement de type beveridgien. Et donc ça me paraît pas quelque chose de prioritaire. Alors la grande question qui est posée par Yann de Massonnier, c'est bien sûr, pour autant que j'ai défini des territoires suffisamment périphériques, qui est un travail encore à faire en Wallonie et à Bruxelles, que garde-t-on au niveau fédéral, que mettons au niveau des régions? Alors, une des choses, je crois que la réponse pour moi, c'est que soit on met tout au niveau des régions, soit on met tout au niveau des fédérales. Pour autant, de nouveau, qu'il existe des territoires périphériques où puisse se négocier l'organisation des soins entre différents prestataires de soins. Un des problèmes, par exemple, me semble-t-il que Yann n'a pas résolu, c'est qu'il propose de définir le mode de paiement des soins au niveau fédéral et l'organisation des soins au niveau régional. Il me semble, là, typiquement, on se trouve face à une situation où on ne peut pas organiser les soins sans pouvoir contrôler le mode de paiement. Jean-Marc, je dois attirer votre attention sur le fait qu'il vous reste 1 minute 2 si on est généreux. Eh ben, dans moins que 1 minute 2, j'ai terminé. Super. Par contre, une des choses qui pourrait aussi se poser question, c'est, il semble que Yann vraiment part d'univers régional pour réfléchir à la subsidiarité, ce que feraient d'autres niveaux, dont le niveau fédéral. Si on décide de donner un rôle central à des régions que sont actuellement Bruxelles, la Wallonie, la Flandre et éventuellement la toute petite communauté germanophone, on se trouve face à un problème, notamment pour Bruxelles, où Bruxelles, on sait très bien qu'une grande partie des utilisateurs des soins de santé à Bruxelles vient en dehors de Bruxelles. Et donc, comment établir le mode de financement de ces régions-là? Ça devient quelque chose d'assez compliqué. Sauf si, et autant lancer un pavé dans la mare, si on réfléchit uniquement aux soins de santé, pourquoi pas penser la région de Bruxelles de manière beaucoup plus large, en incluant dans la région de Bruxelles la province du Vlaams-Brabant et du Brabant wallon. Donc voilà, donc mon point, c'est vraiment, on ne parle pas de réforme, ne faisons pas les choses comme on a l'habitude de le faire, commencer par la réforme de l'État et puis penser à la réforme des soins de santé. Commençons à penser réforme des soins de santé et regardons ce qu'on peut faire avec le melting pot institutionnel auquel on est confronté dans le fonctionnement de notre État et de ses différents niveaux. Voilà. Merci beaucoup. Margot Kloet, je crois que c'est à vous de prendre la parole. Vous avez 8 minutes également. Dank u wel. Goedemiddag allemaal. Ja, ik denk dat het een open deur intrappen is als we zeggen dat de gezondheidszorg nood heeft aan hervormingen en dat dat heel moeilijk is om dat op Belgisch niveau met 9 ministers te gaan organiseren en nog eens zoveel administraties. Als ik ze optel, zijn dat er ook wel tientallen. Nu, die hervorming, dat is geen doel op zich. Ja, het systeem zoals het vandaag gebouwd is en de versnippering. We hebben een juridische analyse gemaakt 2 jaar geleden waaruit blijkt dat eigenlijk ieder bevoegdheidsniveau een aanknopingspunt heeft om voor alles bevoegd te zijn. Bijvoorbeeld in de ziekenhuizen is het Vlaamse niveau bevoegd voor de financiering van de investeringen, voor de normering. Als je de normen gaat aanpassen, heeft dat dan weer een effect op de financiering van de werking die zich op federaal niveau bevindt. En we zien eigenlijk dat er door de bevoegdheidsverdeling na de staatshervorming een soort van standstill is, dat dat ook een effect heeft op de gezondheid van de mensen en dat dat een hele traagheid in de gang werkt, waardoor dat we er niet beter op worden en dat het draagvlak in de samenleving rond hoe dat onze gezondheidszorg georganiseerd is en gefinancierd is, dat dat eigenlijk nog heel moeilijk te vinden is. Voor COVID hebben we geprobeerd om dat thema hoog op de agenda te zetten, maar het is zo complex dat we merkten dat dat heel moeilijk was. Nu,
Een staatshervorming, een verdere staatshervorming is voor mij geen doel op zich. Ik ben absoluut geen communautaire scherpslijper, maar is een middel om eigenlijk naar een beter model van gezondheidszorg te gaan dat Jan daarnet heeft geschetst. Ik sluit me daar grotendeels bij aan, buiten zijn punt over de universitaire ziekenhuizen, omdat ik denk dat daar de band met het onderwijs nog belangrijk is, maar dat is eerder een detail. Dus ik denk dat we hebben ervoor geopteerd om naar een regionalisering te gaan. En waarom? Omdat je ook vandaag merkt voor onze zorginstellingen dat het heel moeilijk is om eigenlijk te paard te zitten, een aanbod te doen in Brussel voor een internationale populatie, waarbij dat eigenlijk gevraagd wordt vanuit Vlaanderen om u te bekennen tot een Nederlandstalige verzekeringsinstelling. De mensen begrijpen dit niet goed. Dus vandaar die keuze voor die regionalisering. Vanzelfsprekend moet er dan ook gewerkt worden aan de rechten van de taalgebruik voor de Vlamingen, omdat dat ook vandaag een heikel punt is. Maar ik denk dat Brussel best behandeld mag worden als een soort cosmopolitische stad met een aanbod dat open staat voor iedereen en ook zeker voor de allerzwaksten. Dat is eigenlijk het eerste punt dat ik wil maken. Ons model dat vertrekt vanuit de volle bevoegdheid die naar de gewesten gaan. Maar waar op het federale niveau inderdaad ook gezondheidsdoelstellingen geformuleerd worden, die dan te landen eigenlijk worden uitgevoerd. De manier waarop men dat doet, dat kan ieder gemeenschap of iedere regio zelf uitmaken. Dat gebeurt ook vandaag eigenlijk ook. Maar waar we wel een federale solidaire financiering nog willen bepleiten, rekening houden met het feit dat de regio's, zoals men dat in Vlaanderen ook doet, het is nog wel geen volwaardig systeem, voor de sociale bescherming eventueel aanvullende premies kunnen vragen om dan ook aanvullende initiatieven te kunnen nemen. We pleiten daar dan voor een financieringsmodel dat gefinancierd is op solidariteit tussen de burgers, tussen de bedrijven en zoals ik zei ook tussen de gewesten, waar we dan een verdeelsleutel kunnen maken op basis van bijvoorbeeld het aantal inwoners, maar ook de vergrijzing, de verjonging, er zijn allerlei parameters denkbaar. En waar je ook natuurlijk gaat responsabiliseren. Waar je gaat responsabiliseren, bijvoorbeeld bij de kinderbijslag is dat gebeurd. Hoe meer kinderen je in het onderwijs kan, hoe meer schoolgaande kinderen je hebt, hoe groter je onderwijspopulatie, hoe meer budget je daar ook kan genereren. Het is dan eigenlijk daarnaast ook aan de regio's om die beslissingen te nemen hoe ze die inzetten. Maar voor mij is dit ook geen overheveling louter van bevoegdheden en centen. En dat is ook een beetje het probleem, denk ik, met de zesde staatshervorming. Het moet ook een systeem zijn waarin men een heel ander model van gezondheidszorg op dat niveau gaat effectueren. En daarmee bedoel ik de goede zaken die we op het federale niveau kennen, het overlegmodel. De goed uitgebouwde administraties, de expertise die ingekocht wordt, het wetenschappelijk onderzoek, zijn zaken die we allemaal moeten meenemen en waar wij denken aan een soort van raad van bestuur van welzijn en gezondheid die kan beslissen en waar als men de politiek wilt overroelen, dat men daar toch wel een goede uitleg voor moet geven. Het is belangrijk om dat te doen, ook omdat de bevoegdheid en de koppeling met welzijn voor ons belangrijk is, maar ook met een aantal andere bevoegdheden die overgeheveld zijn naar de deelstaten. Meer concreet gaat het over het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld het leefmilieu, het beleid rond interculturele perspectief. En ik denk dat het de enige manier is, of dat de enige mogelijkheid erin bestaat om naar een verdere regionalisering, communautarisering te gaan, omdat je onmogelijk al die zaken terug naar het federale niveau kunt overhevelen en omdat de gemeenschappen daar zonder daar een waardeoordeel aan te hangen ook eigenlijk hun keuzes al in hebben gemaakt. Nu, dat wil niet zeggen dat men ondertussen niets kan doen, want ik weet wel, zo'n staatshervorming gebeurt best heel degelijk voorbereid. Daar moeten we heel goed over nadenken en moet gepaard gaan ook met een soort van wit blad denken, maar dat we ervoor zorgen dat we geen extra huisjes of serres gaan bouwen aan het bestaande huis, maar waar we effectief gaan kijken hoe moet het model er in de toekomst uitzien, om dan te gaan kijken naar hoe gaan we van A naar B. Dat is ook zo hoe dat we de hervorming in de kinderbijslag bijvoorbeeld hebben aangepakt. Nu, ondertussen zou deze regering en ook volgende wel al kunnen tonen dat ze werk wil maken van grondige hervormingen samen met de deelstaten. En we zien toch wel, voor wat het IMC betreft, een IMC die denk ik het beste werk heeft geleverd van alle interministeriële conferenties die er bestaan. En men zou daar eigenlijk, zeker geflankeerd
door een heel goed overleg tussen administraties, wat eigenlijk ook in het Vlinderakkoord het Instituut voor de Toekomst werd genoemd, belangrijke beslissingen kunnen voorbereiden, zoals ik daarnet zei, een permanent ambtelijk overleg op hoog niveau installeren. En men zou ook al werk kunnen maken, en die mogelijkheid staat ook in het Vlinderakkoord en in de bijzondere wet van asymmetrische samenwerkingsovereenkomsten. Dus overeenkomsten die er voor de verschillende deelstaten anders kunnen uitzien, maar die wel tonen dat er leiderschap is en dat we best wel kunnen samenwerken in dit land om de gezondheidszorg zo vooruit te brengen. Een volgende punt dat men zou kunnen doen, en het is misschien een beetje tricky dat ik dat zeg, in de bijzondere financieringswet bij de 6e staatshervorming staat een passage opgenomen waar je voor een bedrag van het aantal, voor het niet benutten van ziekenhuisbedden, dat je dat bedrag kan overhevelen naar de deelstaten om daar andere maatregelen mee te nemen rond herstel, rond ouderenzorg enzovoort. Dus in die zin zou je ook al een aantal zaken kunnen doen in tussentijd. En een derde punt, excuseer, is eigenlijk dat we het overleg dat we vandaag hebben in het RESIF, in de FOD, in Vlaanderen, dat we dat zouden kunnen combineren en dat we ervoor zouden kunnen opteren dat het RESIF, dat de Vlaamse administratie bijvoorbeeld participeert aan het verzekeringscomité, aan de Algemene Raad binnen het RESIF en omgekeerd dat er een vertegenwoordiging is van de federale overheid op deelstatelijk niveau. Zo, ik hoop dat ik mij hiermee binnen mijn tijd heb gehouden en ook duidelijk heb kunnen maken waar ik eigenlijk voor sta. Perfect, type update, dankjewel. Peut-être un rappel à tous, les questions que vous voulez poser après aux intervenants, vous devez les mettre via le chat, donc on les voit dans le chat, Carole et moi, et puis alors on revient vers vous en retournant vers vous pour poser la question sélectionnée, donc n'oubliez pas de les inscrire. Jean Hermès, c'est à vous maintenant pour conclure. Oui, bonjour à tous. D'abord, merci pour cette opportunité de effectivement réfléchir sur les réformes possibles institutionnelles. Je reconnais bien dans la proposition de Yann l'importance de la santé communautaire, la première ligne, mais je vais vous formuler 3 réflexions pour nourrir le débat. La première, c'est le niveau de financement, la manière dont on va financer. Il faut savoir qu'avec la sécurité sociale, nous avions aussi créé des droits, et je vais en citer 4 droits et principes. D'abord, comme on finance de manière solidaire, cela implique un accès égal aux soins, même remboursement, même prestations, mêmes conditions, même indications, la liberté de choix du prestataire, la liberté thérapeutique et la libre circulation des patients. Alors, ma question est, si on donne une dotation qui est un financement de tout, ça va aussi donner une certaine liberté d'allocation et éventuellement de complément par les régions. In fine, on aura peut-être un droit universel de soins, d'accès aux soins, mais on aura tous des soins différents qui seront différemment financés ou différemment remboursés. Et donc, ma question est comment peut-on combiner les principes d'accès et de choix qui découlent du choix de la sécurité sociale avec une autonomie d'allocation des moyens? Est-ce que finalement, les Belges ne vont plus être égaux face aux soins de santé? La deuxième grande question, c'est la question du choix, plutôt de la place des soins de santé. Il faut quand même toujours rappeler que les inégalités de santé, elles sont surtout dues à des déterminants sociaux. Et les soins de santé n'expliquent que pour 20 à 25%. Donc, ce qui veut dire qu'il faut, comme le disait Yann aussi, réserver des moyens suffisants pour les autres politiques. Mais dès lors, le budget des soins de santé sera toujours insuffisant parce que les besoins sont illimités, les moyens sont limités. Et donc, on devra faire des choix. Et moi, je ne crois pas qu'on va faire des choix avec des objectifs de santé parce que c'est en fait faire une approche très partielle. Je prends un exemple, dans les pays en voie de développement, il y a des approches, par exemple, pour soigner le sida ou soigner la malaria, mais on ne s'attaque pas à la systématique, au système de soins de santé qui lui-même va générer des meilleurs résultats. Et donc, moi, je crois que les objectifs de santé, c'est intéressant, mais c'est très partiel. Il faut plutôt s'attaquer au système de soins de santé. Et j'en arrive à la troisième réflexion. Pourquoi faire tout ceci? Parce que nous avons en face de nous 6 grands enjeux. Et ma question est, est-ce que le passage par la région ou le total transfert vers la région va donner une plus-value sur les 6 défis suivants? Le premier, c'est le défi du vieillissement. Nous avons besoin d'une réorientation de l'offre, tout le monde le dit. On a des soins trop aigus, il nous faut plus de soins chroniques, il faut donc libérer des moyens.
Imaginez que dans une région, on réduise de 20% la capacité hospitalière et pas dans les autres régions. Ça va faire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une structure totalement différente d'offres. Donc, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des raisons pour aller vers une autre région qui offrirait encore plus de soins hospitaliers. Deuxième grand enjeu, et qui est directement lié au premier, c'est l'enjeu des ressources humaines. On met plus de moyens sur la table, mais il faut les trouver, ces ressources humaines. Donc, on va pouvoir éventuellement revaloriser ou créer de nouvelles professions. Et dès lors, effectivement, peut-être créer justement cette migration de personnel soignant auquel nous assistons aujourd'hui des pays de l'Est vers vers d'autres pays occidentaux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un énorme risque de laisser cette autonomie complète pour la formation et les barèmes des ressources humaines? Troisième enjeu important, c'est la maîtrise du budget pharmaceutique. Nous savons que c'est la clé pour gérer l'ensemble du budget des soins de santé et mettre des moyens nouveaux pour, entre autres, les soins aux personnes âgées. Or, ce gouvernement précédent n'a pas réussi à maîtriser ce budget qui a explosé et qui va continuer à exploser à cause des médicaments innovants et de leur prix et de la surconsommation. Croyons-nous que la régionalisation va offrir plus de poids pour négocier des prix moindres pour arriver à une plus grande responsabilisation des prestataires, sachant qu'en même temps, les données vont être complètement divisées. J'insiste là-dessus, parce que ces données sont essentielles pour former une politique de santé. Et si elles ne sont pas réunies, on va avoir 3 ensembles de données qui vont peut-être plus se parler. Quatrième enjeu important, l'accessibilité des soins. Il faut quand même toujours rappeler que 22% du coût des soins sont à charge des patients, c'est-à-dire 9 à 10 milliards. Va-t-on laisser chaque entité pouvoir gérer les suppléments d'honoraires, par exemple? Dans un cas, on va les supprimer, dans l'autre cas, les encadrer, dans d'autres cas, les autoriser. On va peut-être avoir des transferts de prestataires de soins intéressés par la région où on autorisera encore les suppléments. Quid du coût des lunettes dont on sait qu'ils sont trop importants et qui exigent plus de transparence? Le cinquième grand enjeu que j'identifie, c'est le mode de financement des hôpitaux, qui lui-même est inflationniste. On le dit tous, il est basé sur le nombre de prestations, sur le nombre d'admissions, et il incite à la croissance. Est-ce qu'on peut avoir des modes de financement différents selon la région? Ça va être Kafka pour le prestataire, pour le gestionnaire, s'il a des modes de financement différents. Et le sixième enjeu, c'est celui évidemment de la santé publique qu'on a tous vu maintenant, où on voit que la prévention est importante et surtout si on nous annonce de nouvelles épidémies, il est clair que l'unité de commandement, c'est essentiel et qu'une répartition entre les régions, c'est plus compliqué. Enfin, quand on voit ces différents enjeux qui sont urgents, je crois qu'ils sont en attente depuis longtemps. Si on met une couche de réforme institutionnelle maintenant, on va évidemment plus avoir le temps et l'énergie pour ces autres réformes. Je crains à ce moment-là que cette perte de temps va conduire à finalement un peu plus de marchandisation, de commercialisation, de privatisation. Et je prends un exemple, le secteur des soins aux personnes âgées. Avec le dernier transfert qui a été organisé, on assiste en fait de facto à une privatisation larvée des soins de santé aux personnes âgées. Voilà le résultat quand on prend beaucoup de temps à faire une réforme institutionnelle et qu'entre-temps, on ne s'attache pas aux enjeux essentiels. Et donc, je voudrais juste conclure en disant, oui, vous parliez d'un state reform. Moi, je crois qu'il faut surtout un state policy. Voilà pour mon intervention.